RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et pour la viticulture en question, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Trépeau, responsable marketing communication chez C2R. Et Bertrand, avant de commencer sur un sujet très technique, je suppose que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs. Oui, Hubert, et puis bonjour à toutes et à tous, et j'en profite pour vous souhaiter, au nom de la filière viticole en tant que modeste vigneron, une très bonne année 2026, et on va même se souhaiter, pour les vignerons qui nous écoutent, une très belle vendange. Et donc, quand on parle d'une belle année pour un vigneron, qu'est-ce que c'est précisément ? C'est pas toujours la même chose. Une belle vendange, je pourrais quand même vous avouer que c'est, on en veut bien une tous les ans. C'est le but de la Saint-Vincent. On va prier notre saint pour lui demander que l'année culturelle se passe bien. Mais là, plus globalement sur la filière, je pense qu'une belle année, c'est une année où le goût du champagne dans les palais des uns et des autres à travers le monde se développe et retrouve de la force et de l'envie parce que on a les caves pleine de très belles choses et on veut plus de clients. Donc il faut que le monde entier ait envie de boire du champagne. C'est ça, exactement. Et quand c'est part comme ça, en fait, on peut penser que toute la filière se met en action et qu'on trouve même du raisin sur les coteaux pour assurer le nombre de bouteilles que le monde entier veut consommer. On fera le travail. Eh bien, c'est ce qu'on va... Je m'associe à ces vœux-là. Parce que j'ai une sympathie toute particulière pour ce monde viticole dans lequel j'ai eu l'occasion d'œuvrer pendant quelques années quand j'étais en activité professionnelle. Alors justement, Bertrand, nous avions quand même quelques soucis à la fin de l'année 2025. Le souci venait du fait que quand on regardait les courbes des expéditions de bouteilles de champagne, ce dont on vient de parler, on avait de quoi être un peu déprimé. Or, est-ce que les fêtes de fin d'année 2025 ont sauvé le soldat champagne ? C'est une très bonne question. Le chiffre définitif, Hubert, il faudra patienter jusqu'à la Saint-Vincent. C'est une tradition champenoise. On a l'interprofession à travers son directeur qui nous révèle les chiffres au 31 décembre. Mais tout de même, je ne suis pas venu avec rien dans ma besace et j'ai les chiffres à la fin du mois de novembre. Donc il manque encore juste un mois sur ce que je vais vous dire. Et au mois de novembre, malheureusement, c'était quand même orienté plutôt négativement puisque sur l'année, de janvier jusqu'au mois de novembre, on avait un recul de l'ordre de 2,2% par rapport à la même période l'année dernière. Et la dynamique était inquiétante parce que le mois de novembre, c'était le plus mauvais mois de l'année. On a reculé de 7% par rapport à novembre de l'année dernière. Donc, à la veille des fêtes, on a fait un très mauvais mois de novembre. Donc, il nous manque les fêtes, mais allez, on est quand même alors un peu inquiet. Alors qu'octobre avait plutôt été assez bon. Oui, on s'était dit, c'est là où il y a vraiment un effet de dynamique. Et vous savez, plus on avance dans l'année, plus on se rapproche du mois de décembre, plus les mois en volume comptent. Puisque, en tout cas en France, un peu moins c'est sûr à l'export, notamment dans les pays lointains, le gros de la consommation va être fait dans les derniers mois de l'année et même avec des achats de dernière minute. Et donc, le mois de novembre a d'habituellement un poids plus important en volume que le mois d'octobre. Octobre nous laissait espérer. Novembre nous a un peu douché nos espoirs. Et décembre, c'est un petit mois, finalement, parce qu'on ne travaille pas tous les jours du mois de décembre. L'essentiel des expéditions se font pour Noël et fin d'année avant le 15 décembre. C'est ça. C'est le début du mois de décembre qui s'avère être très, 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 très pesant. Les récoltants manipulants qui accueillent, qui vont livrer, ça peut vraiment les emmener jusqu'à la veille des fêtes de s'occuper de tout ça. Et pour eux, en général, il faut se mettre à leur place pour toutes les livraisons qu'ils peuvent effectuer. J'en connais un certain nombre, ils arrivent vraiment aux fêtes bien fatigués. Alors c'est de la bonne fatigue. Ça veut dire que les clients ont répondu aux propositions et avaient une envie de champagne, mais c'est une période qui peut être assez exténuante. Au final, l'an dernier, pour vous donner un chiffre plus global sur les 12 mois, on était sur un an à 271 millions de bouteilles et quelques bouteilles après la virgule. Les fameux 12 mois glissants. C'est ça. Alors, je vous parle de décembre, là. Quand on était en décembre 2024, on était à 271. Ici, pour la fin 2026,
Je vous fais un peu le coup de la boule de cristal. Je pense qu'on va tourner autour de 265 millions de bouteilles. 2025. Pour 2025. Donc on devrait reculer, à mon avis, je m'attends aux alentours de 5 à 6 millions de bouteilles en moins. Il y a un autre paramètre qu'on ne peut pas lire dans les chiffres qui nous sont forcément communiqués régulièrement par l'interprofession, c'est le chiffre d'affaires global, parce qu'il y a la quantité de bouteilles fois un prix. Les derniers indicateurs qu'on avait sur le prix n'étaient pas non plus très bien orientés. Donc, baisse des volumes, baisse des prix, baisse du chiffre d'affaires de la Champagne. Oui. Pour ne pas trop remuer le couteau dans la plaie quand même, parce que ça commence à être un peu saignant cette affaire, si je me souviens bien, 2022, nous étions à 320 millions de bouteilles. On a vraiment eu des beaux scores encore il n'y a pas si longtemps. 320 millions de bouteilles 2022. 300 millions de bouteilles 2023, à quelques millions près. 2024, 270 millions. 2025, 265 millions. C'est probable. Et nous avions fait, en 2023, plus de 6 milliards de chiffre d'affaires sur la Champagne. On risque de retrouver un chiffre autour de 1 milliard de moins bientôt. L'année dernière, il manquait 500 millions. Oui, surtout que il faut avoir en tête que sur ce prix moyen, on le voit à l'export, le prix moyen de la bouteille de champagne, selon le comité champagne, a reculé sur les 11 premiers mois de l'année de 1,8%. Il est en léger recul. Quand on regarde dans le détail, en fait, en France, il continue à progresser légèrement. Les vignerons n'ont pas passé de baisse de prix sur l'année 2025. Mais par contre, à l'export, pour tenir les volumes, ne serait-ce que pour vendre autant que l'année précédente, le prix aurait reculé de plus de 5%. Il faut aussi se rappeler qu'en 2025, depuis le mois d'août, on a par exemple sur notre premier marché aux États-Unis une taxe qui a été mise en place de 15%. Et il est probable, voire évident, qu'une partie des opérateurs ont amorti une partie de cette taxe en faisant... Par une baisse de prix. Exactement. En gros, ils ont fait 50-50, quoi. Pour essayer que le champagne qui arrive aux États-Unis pour le consommateur américain ne soit pas de 15% plus élevé, et donc celui qui exporte, le vigneron, baisse une partie de son prix pour prendre une partie des 15%. Exactement. Et l'importateur également. Voilà. Et au final, ça fait 5% de plus pour le consommateur américain, quoi. Le nerf de la guerre, il se situe là, et il y a une notion dans le commerce dont on parle régulièrement, c'est l'élasticité du prix. C'est-à-dire un produit, à quel point le consommateur accepte que son prix varie. Alors, à la baisse, il accepte toujours, mais à la hausse. C'est-à-dire, je tiens par exemple à une bouteille de champagne Moum, Tétinger ou autre, à combien je suis prêt de le payer encore un peu plus cher parce que j'aime cette marque, j'aime ce produit. C'est ça l'élasticité, et toutes les marques n'ont pas la même élasticité. C'est sûr que les grands noms, installés depuis longtemps, ont souvent une force de marque qui lui permet de faire accepter au consommateur une variation de prix un peu plus importante qu'un petit vigneron qui vient tout juste de démarrer dans un marché lointain ou aux États-Unis par exemple. Mais il n'y a pas que la question du pouvoir d'achat, il y a aussi la question de la psychologie, de l'envie de faire la fête, d'un climat qui est quelquefois vu comme anxiogène. Est-ce qu'on boit du champagne pour se soigner quand on est anxieux ? Alors, je peux pas le recommander, soyons très clairs. Non, on n'est pas là pour faire effectivement des recommandations médicales, d'ordre médical en tout cas. Depuis les rois de France, on ne soigne plus personne au champagne, ça s'est arrêté avec Fagon. Mais il est sûr qu'on a eu l'habitude de dire que le climat géopolitique mondial pesait sur les ventes de champagne. On se souvient de la guerre en Irak. Je veux dire, on vendait pas de champagne en Irak, mais le fait que ça crée des inquiétudes sur beaucoup de choses au quotidien, sur le pétrole, sur le niveau de vie, a fait que cette époque de la guerre en Irak avait eu des conséquences énormes sur le marché du champagne. On peut dire qu'on termine 2025 et même qu'on démarre 2026 avec des informations géopolitiques de caractère, j'ai envie de dire pudiquement, tonitruantes et qui sont de nature à mon avis, inquiéter pas mal de monde. Et à faire baisser la consommation, tout produit confondu. Tout produit confondu. D'ailleurs, les taux d'épargne n'ont jamais été aussi élevés que depuis maintenant presque 2 ans. Dans le contexte français, dans le contexte international. En rappelant quand même que pratiquement une bouteille sur 2 produite en Champagne part à l'exportation. Et par l'exportation, c'est plus, on est effectivement à 60%. En faisant vraiment de la géopolitique très simple, si vraiment on donne l'impression à beaucoup de personnes autour de la planète d'être revenus dans l'époque du plus fort gagne, c'est-à-dire que il faut être une superpuissance, un empire pour pouvoir, et qu'on prend les forces majeures que sont la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis.
si on se dit maintenant on est dans un monde où eux ils font la loi, c'est pas tous des grands consommateurs de champagne, hein. Et si tous les autres petits pays autour ont peur, nous ça nous embête parce que beaucoup de nos consommateurs sont plutôt dans les petits pays et pas dans ces gros pays. Alors c'est sauf le cas des États-Unis, mais la Russie est pas un grand débouché, la Chine ne l'est pas du tout, l'Inde on n'en parle même pas. Plus. Voilà. Donc ce monde où c'est la loi du plus fort, c'est pas une très bonne nouvelle pour la filière champagne. Très bien. Alors moi j'ai quand même le souci des récoltants manipulants de base. Et les récoltants manipulants du base, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, je sais que CDER a des chiffres, est-ce qu'on est capable de faire un diagnostic sur ce qui s'est passé en 2025 ? Ce qu'on observe, ce qui est intéressant chez eux, alors 3 points. D'un côté, il y a leurs revenus. Ils devraient légèrement reculer par rapport à l'année dernière, mais on n'a pas de grosses fluctuations. L'activité de vente du champagne, ça permet toujours de servir d'amortisseur par rapport à la simple vente de raisin. Parce que les ventes de champagne, elles ne varient pas en général dans les mêmes proportions qu'une appellation où la filière peut vite avoir une mesure corrective, comme les 9000 kilos qu'on a eu cette année. Oui, par exemple, celui qui ne vend que du raisin, il est quand même conditionné au niveau de l'appellation. Complètement. Ça peut être 12 000 kilos et ça peut redescendre à 9 000 kilos. Donc c'est 30 000 kilos, 3 000 kilos qui peuvent être perdus, avec quelquefois un prix qui va à la baisse en même temps. Exactement. Et le prix du kilo de raisin a eu tendance, là, pour un certain nombre d'opérateurs, de baisser d'une vingtaine de centimes. Donc on peut dire que eux, ils n'ont pas de mesure de freinage. Ils prennent les choses de plein fouet quand ils sont vendeurs au kilo. Les récoltants manipulants, ils ont un revenu qui est un peu plus amorti par cette activité de commercialisation. Deuxième point, c'est la qualité des vins qu'ils font. On fait de belles vendanges avec des raisins de qualité, donc ils savent que ce qu'ils vont avoir à vendre est de qualité. Et le troisième point, et ça c'est une chose qu'on a observé un peu dans le détail qui est intéressante, c'est que les manipulants qui s'en sont le mieux sortis en 2025, ce sont ceux qui n'avaient pas passé des hausses de prix importantes sur les 2 années précédentes. On voit une espèce de retour de bâton du marché de ceux qui disent « Ok, vous êtes montés vite, très vite dans des prix. Moi, là, je suis un peu inquiet, machin. » Tout de suite, ils ont pris un correctif de volume. Et on voit vraiment 2 types de vignerons. Ça, on est un peu les seuls chez CDER à suivre cette granulométrie, cette finesse de dynamique chez les vignerons, chez les récoltants manipulants. Et vraiment, ceux qui sont restés dans une clientèle d'habitués avec des variations de prix assez mesurées, c'est ceux qui s'en sortent le mieux en 2025. Donc c'est presque la conclusion de notre émission, c'est de dire que finalement, globalement, le marché du champagne est un peu déprimé, même assez fortement déprimé, mais que dans notre territoire, le récoltant manipulant qui a une relation continue et fidèle avec ses clients, qu'il a respecté ses clients par des hausses de prix modérées, aujourd'hui, il n'a pas perdu de volume et il n'a pas perdu de chiffre d'affaires. Voilà, merci beaucoup Bertrand. On aura l'occasion de reprendre tout ça et de reprendre notamment cette dimension, le champagne produit international. À très bientôt sur RCF. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt.